parole pour lancer. Et puis ensuite, comme je vous dis, comme on est en petit comité, n'hésitez pas Oui, à... n'hésitez surtout pas à pas me laisser parler tout seul, hein, vous Voilà. m'interrompez quand vous voulez. Vas-y, Eric. Ouais, je compléterai après toi sur l'expérience CIFRE du parc, là, hein, pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé et ce qu'on en retire. Voilà. Ça marche. Bah, c'est à peu près ça que je vais essayer de faire, hein. Le présupposé de David sur le fait que les thèses CIFRE sont tournées vers l'industrie et le monde de l'entreprise en général, il est fondé. Ça a été créé pour ça. C'était clairement pour développer l'employabilité des docteurs et le développement de la recherche privée. Donc la capacité à embaucher des thésards dans les entreprises commerciales. C'est ça le but du jeu. Très tôt, l'ANRT, l'Agence nationale recherche technologique, qui met ça en place, a décloisonné complètement, de manière à faire en sorte que ce type de dispositif puisse servir dans tous les compartiments économiques, quels qu'ils soient, y compris associatifs. Donc privé, public, asso, n'importe qui, n'importe quel type de structure, dès lors qu'il est professionnel, hein, peut embaucher un salarié en CIFRE. La forme, c'est un contrat de travail CDD 3 ans, avec une rémunération imposée. C'est 2100 euros, donc c'est un niveau de rémunération de thésard qui est au-dessus des thésards type CDU à l'université classique. Ce qui permet en théorie, vu que ça les sort de la voie royale d'universitaire qui finit maître de conf au CNRS, de tout de même bien les rémunérer pour rattraper les meilleurs. C'est la théorie, ça aussi. Parce que c'est pas toujours le cas, et puis c'est pas une compétition nationale ouverte sur tous les postes. Souvent, on sait à peu près qui on veut et pourquoi. Ça, c'est le contexte un peu général. En 2008, on a été la première association de France à recruter un thésard. Pas mal d'entre vous le connaissent ici, c'est Nicolas Gouix, qu'on a gardé précieusement ensuite dans l'équipe. Il a fait sa thèse de doctorat pour un projet de conservation du Limoniscus violaceus, donc le taupin violacé, qui est un tout petit coléo, un taupin, quoi, un click beetle, les machins qui sautent quand on les touche avec le doigt, qui vit dans les cavités basses des feuillus. Et ces cavités basses, on les trouve soit en vieille forêt, pas un arbre isolé comme le grand capricorne, ça c'était plutôt intéressant, c'est un vrai forestier, ou alors sur les forêts qui ont été travaillées en CP, donc qui gardent des souches rémanentes et qui peuvent faire du terreau au bas en grande quantité. Donc cette gestion forestière qui préserve la biodiversité, elle était à promouvoir. On voulait bien conserver cette bête-là, mieux la connaître, c'était la partie écologie pure. Et puis en termes de conservation, il y avait des préconisations de gestion pour des massifs importants. Je pense à la forêt de Grésigne, je pense à la forêt de la Sainte-Baume en Provence, sur lesquelles une gestion, y compris par des opérateurs publics comme l'ONF, pouvait se faire de manière cohérente avec les saproxyliques en général. Mais pour ça, il fallait qu'on ait des billes pour leur montrer les choses un peu finement, non pas sur du doigt mouillé, mais avec des choses prouvées et établies. Et l'avantage de ces espèces-là, c'est qu'elles relèvent de la directive Habitat, et donc elles permettent de signer des contrats et donc de rentabiliser la gestion forestière. Donc on a monté ce projet de thèse qui a été un franc succès, avec un cofinancement ONF. Et dans la foulée, on a gardé Nicolas, qui est maintenant responsable de l'antenne Lot et référent forêt, à la fois pour le CEN Occitanie, puis pour la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Donc ça, c'était notre première expérience il y a fort lointain. Et depuis, on n'a jamais arrêté. Donc à chaque fois qu'on rencontre un problème qui nous semble relever d'une démarche scientifique, où on doit pouvoir prouver les choses plutôt que de les présumer ou de les croire, on a deux choix. Soit on fait appel à des labos de recherche qui travaillent sur la thématique. On est en partenariat cadre avec 5 labos de recherche à l'heure actuelle, la plupart dans la région, d'autres ailleurs en France ou à l'étranger. Et ça, c'est compliqué, parce que des questions très précises, le problème, c'est qu'il y a peu de monde qui les regarde. Et assez souvent, les gens, quand ils travaillent pas sur notre question, ils travaillent sur les leurs, ce qui est plutôt légitime, hein. Ne croyez surtout pas que c'est une critique, l'inverse serait choquant. Et du coup, il faut
il faut qu'on adapte systématiquement ce qu'ils produisent, il faut qu'on cherche à interpréter leurs résultats, et c'est relativement complexe et souvent plus long. Alors que quand on fait venir un laboratoire de recherche avec un thésard qui pendant 3 ans travaille sur la thématique, qu'on lui amène, et est salarié du conservatoire, donc qui travaille pour nous, on a une réponse beaucoup plus rapide et assez souvent efficace. Donc je vais juste citer les autres qu'on a embauchés avec ce format-là, et puis les questions qui étaient sous-tendues, voir ce qu'on en a fait. Mais avant, juste peut-être un petit rappel sur le dispositif pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour embaucher un contrat CIFRE, il faut trouver un laboratoire partenaire, un académique, un vrai, qui est rattaché à une école doctorale, avec un directeur de thèse classique, donc maître de conférence avec HDR ou professeur d'université, qui soit capable d'encadrer une thèse référencée dans une école doctorale. Ensuite, il faut trouver un sujet de recherche suffisamment innovant pour mériter des publications sur la période, s'engager à recruter sur un contrat de 3 ans avec cette rémunération fixe le salarié, obtenir l'accord de l'Agence nationale recherche technologique, qui du coup verse une bourse à l'entreprise qui recrute, donc là en l'occurrence au conservatoire, de 14 000 € par an. Et ça me donne l'occasion de parler sous. Un thésard en coût moyen, c'est 45 000 € par an. Donc 45 000 € par an, c'est pas si épais que ça au final. Ça inclut le salaire chargé et le fonctionnement du thésard. Ça n'inclut pas les postes fonctionnels support de la structure par ailleurs. Et ça n'inclut pas non plus les thèses qui nécessiteraient des manips plus importantes ou de grandes opérations de terrain ou des achats de matériel conséquents. Nos plus petits dossiers de thèse en termes financiers ont tourné à moins que ça, à moins que 45 x 3, parce qu'on avait très peu de frais sur ces thèses. Donc la moins chère de toutes, elle nous a coûté dans les 100 000 €, et le plus gros budget pour 3 ans. Et le plus gros budget thèse qu'on ait eu, c'est un de ceux qui sont en cours là, où sur les 3 ans, on a un budget de 520 000 €. Là-dedans, il ne faut pas croire qu'il y a 500 000 € de dépenses. Il y en a beaucoup qui sont l'équipe encadrante, qu'on sollicite beaucoup. Donc, il y a des temps de fonctionnaires universitaires qui sont mis dans l'équilibre. La balance financière, c'est 290 000 €. Donc là où on a besoin vraiment de crédit. Et c'est l'Office français de la biodiversité qui est le principal bailleur de fonds pour ça. Vous comprenez bien que les 14 000 x 3 de la NRT, ils ne représentent pas la plus grosse part. Donc à chaque fois, on cherche un directeur de thèse, un thésard compétent, motivé, qui va bien et qui plaît à tout le monde, un bailleur de fonds pour le complément, la NRT pour les 14 000 et la bourse de thèse officielle, celle qui permet le rattachement à l'école doctorale, c'est elle. C'est comme l'équivalent du CDU pour une université classique. Il y a des contrats doctoraux qui sont proposés. Quand on a une bourse CIFRE, l'école doctorale laisse rentrer. Il n'y a pas de... Ça compte comme un ticket CIFRE classique ministère, quoi. Donc voilà tout ce qu'on cherche quand on lance une thèse. La première, c'était Nicolas, je voulais citer. Donc ça, c'était en 2008. 2010, on lance le premier plan national d'action en faveur du développement des Pyrénées, avec une rédaction de plan qui laisse apparaître de très grandes carences dans les connaissances sur l'écologie, la dynamique des peuples, le fonctionnement des populations, leur patrimoine génétique. Et ça posait plein de problèmes pour nous, gestionnaires, parce qu'on ne savait pas quoi conseiller concrètement pour améliorer la prise en compte et l'amélioration des habitats ou de l'écologie générale de la bête. Pour pallier à ça, on a réussi à embaucher 2 thèses. Celle de Anaïs Charbonnel sur dynamique de population et effet de l'environnement, notamment des habitats, berges, environnement immédiat, avec beaucoup de modélisation pour savoir quel était l'habitat favorable au développement des Pyrénées.
et en croisée, en simultané, celle de François Gillet sur la génétique des populations du Desman, pour voir s'il y avait des communications entre bassins versants, s'il y avait des différences de clusters génétiques entre l'Est et l'Ouest, où on observait des dynamiques différentes, et quelle était, avec la trace éventuelle de goulot d'étranglement évolutif, la qualité génétique de l'espèce et ses capacités de résilience. Donc la première thèse, elle était avec l'université Paul Sabatier et l'ENSAT, celle d'Anaïs, qui a d'ailleurs gagné le prix Escande de l'université de la meilleure thèse de l'année. Et François Gillet était encadré par l'université de Liège, avec François Michaud, qui est basé à Montpellier. Il était à l'époque au CIRAD, il n'y est plus maintenant, mais qui est rattaché à l'université de Liège. Voilà. Donc on a travaillé avec eux là-dessus. Les deux thèses nous ont amené les réponses qui nous étaient nécessaires pour les programmes de conservation. On a pu produire tout un tas de livrets d'accompagnement pour les gestionnaires. On a eu quitus de notre gestion en CNPN et de nos avancées là-dessus. Et les thèses se sont excellemment déroulées, c'est-à-dire que les trois ont été terminées en 3 ans tout pile, avec entre 2 et 4 publications scientifiques. Un prix d'excellence, celle de Nicolas a été publiée par l'ONF dans la foulée, donc c'était aussi une marque de reconnaissance. Et les trois ont été embauchés. Nicolas en interne, François Gillet au sein de Gécolab et Anaïs Charbonnel au sein du CROC, l'association qui gère notamment le lynx dans les Vosges et le Jura. Donc un taux d'employabilité qui est plutôt bon et une excellence scientifique dont on n'a pas à rougir. L'impact factor moyen des papiers de ces trois-là, c'était à 4. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais une revue qui cote à 4, c'est plutôt une bonne revue. On les considère bonnes à partir de 2. Donc 4 d'impact factor, c'est très correct. Et beaucoup de papiers dans des revues comme Journal of Applied Ecology, Biological Conservation. Donc pour un conservatoire d'espace naturel, on était en plein dans le scope et ça collait plutôt bien. Ce que nous ont permis les travaux de François Gillet, c'était de montrer le gradient de diversité génétique Est-Ouest qui peut expliquer le fait que dans les Pyrénées-Atlantiques, on est de moins en moins d'individus et ça traduit une chute qui est soit actuelle, soit longévive du fait d'un effritement des populations génétiques. La communication interbassin qui se fait bien, avec une absence de cluster, même s'il y a 3 populations marquées, les 3 populations marquées ne sont pas caractérisées par les vallées, donc il peut passer les crêtes, il n'y a pas de problème de connectivité des populations ou de franchissabilité. On a eu aussi, avec les analyses génétiques qu'il a pu faire, le régime alimentaire complet, ce qui nous a permis de voir qu'il était beaucoup plus généraliste que ce qu'on pensait dans les publics précédentes. En gros, il suffit qu'il y ait un invertébré, quel qu'il soit, dans un cours d'eau, il est content. Ce qui enlève des pistes sur l'oligotrophie ou la présence seulement des EPT, éphémères, plécoptères, trichoptères, sur les cours d'eau. Il se satisfait de n'importe quel invertébré. Et la thèse d'analyse nous a montré quels étaient les habitats favorables et pourquoi, avec des conseils de gestion sur le fait de maintenir par exemple des ripisylves, de ne pas toucher aux zones ombragées, des blocs rocheux dont il était juste évident qu'ils étaient nécessaires pour ces terriers et qu'ils n'étaient pas seulement utilisés pour les marquages. Donc on a eu comme ça pas mal d'informations qui nous étaient nécessaires en tant que conservatoire. Donc ça a été un franc succès. Du coup, on s'est attaché à faire ça à chaque fois qu'il y avait une réponse à laquelle on ne savait pas répondre, de manière quasi systématique sur des grandes politiques publiques. Donc dans la foulée, on a embauché Alice Denis sur les odonates, avec une problématique qui était la disparition de Macromia splendens, la cordulis splendide, endémique du sud-ouest de l'Europe, pour lequel on a une importance patrimoniale gigantesque, et dont les déclins de population est extrêmement marqués sur des cours d'eau qui étaient gérés par barrage. Et le spécialiste national qui avait découvert ça à l'époque, Domanger, incriminait directement 2 facteurs, les écrevisses exotiques et surtout les barrages d'hydroélectricité. Donc on a voulu voir si ces 2 paramètres-là étaient fondés, quels étaient
les causes de déclin de cette espèce-là pour proposer de quoi l'améliorer. On a obtenu des cofinancements avec EDF, le principal intéressé pour la gestion de ces barrages. Et le laboratoire, c'était l'université Paul Sabatier, Laurent Pellos-Vélo, qui nous a accompagnés là-dessus. La thèse, pareil, s'est déroulée en 3 ans, publication à la clé, donc gros succès là aussi sur un point de vue académique. Alice a été embauchée dans la foulée chez nos collègues d'Aquitaine. Donc là aussi, un taux d'employabilité qui est plutôt bon. La thèse a été moins fructueuse sur les apports. On n'a pas eu la réponse concernant les barrages. Quelles étaient les conditions de gestion d'hydroélectricité qui permettaient ça? On a chopé là, parce que les variables environnementales qu'on avait relevées ne montraient pas de résultats significatifs. Par contre, on a pu publier le protocole de collecte et de suivi pour estimer la taille des populations et leur qualité. On a pu du coup requalifier le niveau de déclin et se rendre compte qu'il y avait des secteurs pour lesquels on était un peu iconoclaste par rapport à ce que prévoyait Domengé, où elle aurait dû décliner ou elle ne déclinait pas. Je pense notamment à la base Vert-Grésigne dans le Tarn-et-Garonne, hein, où elle était censée pas y être. Et on a un très gros foyer de population. On a mis en avant l'importance de la thermie de l'eau, ce qui n'était pas du tout supposé, même s'il y a un lien à peu près évident avec les barrages dans certains secteurs. Et on a pu disculper les écrevisses, avec quelque chose qui est en cours de publication encore, mais où on a analysé des tractus intestinaux d'écrevisses et on a 0 proie d'odonata dans les viscères, sur des secteurs où il y a beaucoup d'odonates, SPP, quelles que soient les espèces. Donc a priori, la plus grosse de toutes et la plus agressive de toutes, celle de Macromia, normalement, elle a à peu près la paix avec les écrevisses, quoi. Ensuite, on a eu la thèse d'Alexis Laforge sur les chauves-souris. Donc Alexis, sa thèse a été financée par l'État, en grande partie, sur des dossiers de compensation routière, dédoublement de routes 2 fois 2 voies. L'encadrement scientifique était là aussi toulousain, avec le DINAFOR, et une partie au CESBio, pardon, pas au CESBio, au CESCO, donc un des labos de recherche du Muséum national d'histoire naturelle. La problématique qui nous a menés, c'était le fameux guide CETRAN, un guide technique de ce qui est devenu maintenant le CEREMA, qui conseillait, suite à des publications naturalistes et de chercheurs anglo-saxons, les fameux hop-over, donc les tremplins au-dessus des autoroutes pour que les chauves-souris passent par-dessus, des hop-over sous forme de piliers, juste pour casser l'aspect paysager, en espérant que oiseaux et chauves-souris passaient par-dessus, et imposer des tailles de gabarits pour les passages inférieurs, en promouvant des gabarits de 4x4 notamment, pour laisser passer les engins agricoles ou les voiries classiques de chemins vicinaux en dessous des ouvrages, parce que plus petit, il y avait un problème de visibilité ou de franchissabilité pour les chauves-souris. Ce dont on se rendait compte, nous qui étions conseillers de l'État pour ces aménagements-là, en tant que groupe chiroptère, c'est qu'on ne croyait pas à la plupart des hop-overs pour des bêtes volantes comme les chauves-souris. On constatait des mortalités, ceux sous forme de piliers brise-vue ou paysagers. On se rendait compte, y compris en trajectométrie, en regardant les animaux traverser ou en les écoutant, que ce n'était pas du tout un frein ou un barrage. Les haies proposées en bordure de voirie pour faire écran étaient quasiment plus des pièges parce qu'il y avait une ressource trophique associée aux haies plutôt qu'un vrai écran qui les empêchait d'aller vers la collision. Et donc on était relativement en désaccord, sauf qu'il n'y avait rien d'autre qu'on était capable de prouver. Donc les aménageurs continuaient de préconiser ça, jusqu'à ce qu'on soit du coup en charge du suivi de certaines routes nationales, à arrêter de conseiller des choses qui entraînaient des mortalités, mais sans pouvoir le prouver, quoi. Donc l'Adréal voulait nous suivre, sauf qu'ils étaient en porte-à-faux devant les instances scientifiques, hein, CNPN et CSRPN, parce qu'il manquait des publis, des argumentaires pour faire autrement ou ne pas faire. La goutte d'eau, ça a été quand
l'aménageur a dû changer tous ses passages inférieurs en 4x4 en proforma béton sous une route par rapport à du 2x2 qui était prévu par les ingénieurs route. La différence entre les deux, vous voyez ce que c'est, hein, c'est des grands carrés béton armés. On les pose par terre et on met le tablier par-dessus. Ce qui fait que les voitures et les tracteurs peuvent passer sous la route, sous le tablier, sans trop de problèmes. La différence de taille entre 2x2 et 4x4 pour le proforma béton, c'est 2 millions d'euros. Donc forcément, moi, quand je demande 45 000 euros pour ma thèse, je suis un petit joueur de rien du tout. Hein, autant vous dire que je ne suis pas pris au sérieux. Mais on leur a dit, laissez-nous prouver ce qu'il faut réellement pour préserver les chauves-souris, avec une analyse d'écologie paysagère, pour voir qu'est-ce qui fait la trajectométrie des chauves-souris. Où est-ce qu'elles peuvent passer, où est-ce qu'elles vont et pourquoi elles passent. Et ce sera plus efficace que de mettre des haies, de mettre des petits ou des gros ouvrages et des hop-over. On a fait ça. La thèse d'Alexis, pareil, ça a été un franc succès. Les 3 ans tout pile, publication de très très haut niveau. Alors lui, il n'a pas été employé directement, hein, il est au CESCO maintenant, mais il est parti à l'année sabbatique, donc c'est lui qui ne voulait pas, sinon moi je l'embauchais. Hein. Donc il avait le choix des employeurs à la sortie de sa thèse. C'était nous ou le muséum, et il a préféré aller se balader en Amérique du Sud. Je le comprends, il a bien fait. Surtout que ça n'a pas nuit à sa carrière. Sur les résultats qu'on en a eus, on a pu établir effectivement que 2x2, 4x4 et chauves-souris, elles s'en fichent. Du coup, ça, c'était déjà l'objet d'un article qui a clairement montré ça, donc c'était une vraie solution pour nous, et des crédits à pouvoir réinjecter ailleurs pour qu'ils servent un peu mieux. Les hop-over et les cure-dents, ça ne marche pas, on l'a clairement montré aussi. Ce qu'on a pu prouver de manière efficace avec un très beau papier, c'est que plutôt que des haies à moustache autour des ponts aériens qui soient hop-over ou ponts en dur pour la faune terrestre, plutôt que des haies, barrages ou palissades le long des voiries, ce qui influait sur la trajectométrie des vols de chauves-souris et donc leur risque de collision, c'était uniquement la ressource trophique, et donc il faut travailler sur l'écologie paysagère. Donc, quitte à planter des arbres, densifier les bocteaux, recréer des mares et mettre des troupeaux d'un seul des côtés de la route pour qu'elles n'aient pas à traverser, ça marche vachement mieux que de chercher à mettre des écrans autour de la route pour que quand elles traversent assez haut. Parce que traverser assez haut, ça ne fonctionne pas. Elle est très habile en vol, elle peut redescendre facilement sur la voirie. Et les seuls endroits où ça marche, c'est en Grande-Bretagne, où l'équivalent de nos autoroutes, assez souvent, il y a des haies centrales. Donc là, oui, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse l'effort délibéré de replonger entre 3 haies parallèles, quoi. Donc là, oui, ces données-là, ça fonctionnait. Ça ne fonctionne pas en France parce qu'on a des autoroutes trop larges, sans haies centrales. Donc voilà ce qu'on a pu montrer sur la thèse d'Alexis. À l'heure actuelle, on en a 3 autres. Donc là, je ne vous donnerai pas les résultats parce que c'est en cours, hein, je ne les ai pas. On a une thèse sur les mesures compensatoires qui est menée par le laboratoire CEF. C'est Soumaya Benkali, la thésarde qui est salariée du conservatoire. Elle a commencé depuis un peu plus d'1 an. On est en charge de beaucoup de mesures compensatoires. On fait beaucoup de suivi faunistique et floristique sur ces mesures pour montrer l'efficacité. Est-ce que les suivis qui sont proposés, ils sont proposés par des BE, hein, tous différents, lors des dossiers CNPN, et on a l'obligation par le préfet d'appliquer ce type de suivi de protocole. Est-ce que ça permet de répondre à la question de l'état d'évaluation des populations à terme, du gain de biodiversité? Personne ne l'a jamais caractérisé, vérifié ou certifié, ça. Et nous, on a de gros doutes sur beaucoup de populations doutardes en particulier, mais pas que, y compris pour des espèces végétales. C'est très compliqué, comme l'ail petit molly par exemple. Donc on lui a demandé de regarder ça avec tous les suivis qu'on avait longévifs sur beaucoup de dossiers de compensation. On a un autre thésard qui est embauché sur les vieilles forêts, c'est Florent Thébault. Donc lui, il est à l'ENSAT avec un partenariat IGN, ONERA, l'Office national de l'espace et la recherche aérospatiale, pour la technologie laser. Ça, c'est ça qui les intéresse à eux. L'IFN, c'est pour IGN, IFN, c'est pour la couverture forestière et la cartographie des forêts. Et donc tous participent financièrement à cette thèse.
où on lui a demandé d'utiliser les données LIDAR pour essayer de détecter, d'identifier, de caractériser les vieilles forêts avec un outil aérien large échelle qui nous ferait gagner un temps fou pour l'identification de ces petits bijoux. On a un inventaire dans les Pyrénées qui est satisfaisant maintenant, qui nous permet du coup de calibrer ces modèles et de lui donner un peu de billes sur les résultats qu'il doit pouvoir trouver avec le LIDAR. Donc il travaille là-dessus. Lui a commencé 3 mois après Soumaya, donc il finit sa première année là. Et le dernier embauché, c'est Lohan Arguel, sur le Desman des Pyrénées. Donc lui, c'est de nouveau un partenariat avec l'ENSAT et un financement OFB. Et la problématique qu'on cherche à montrer avec lui, c'est voir quel est le débit minimum réservé qu'il lui faut, pour que ce soit pour de l'oxygénation, pour du faciès de fond de cours d'eau avec de la dynamique des fluides, hein, quel est l'écoulement dans les gros blocs, les petits blocs, les radiers, la vitesse, la quantité d'eau, l'oxygénation, quelles sont les caractéristiques qui sont les plus favorables au descement. Ça, c'est censé nous permettre de jouer sur plusieurs paramètres. Le principal, c'est le débit minimum réservé à l'étiage, où là, la loi se borne à 10%, alors que ce qu'on croit observer, c'est qu'il faudrait presque le double, donc 20-25%. Et ça, pour un hydraulicien, s'il doit lâcher 10% ou 20% du module, imaginez la quantité de gigawatts que ça représente de manque à gagner le cas échéant. Donc c'est une vraie question fondamentale pour eux. Et les autres voies, c'est quelles sont les possibilités d'aménagement du fond de cours d'eau et la mobilisation de solides dans le transport sédimentaire des cours d'eau, sur lesquels on pourrait jouer pour améliorer la capacité d'accueil pour ce mammifère. Et ça fait coup double, parce que ce qu'on présuppose d'observation naturaliste, hein, c'est pas prouver ça, c'est que il y a des correspondances assez fortes entre les besoins de la truite et les besoins du desman. C'est pas choquant, hein, c'est pas très surprenant. La ressource trophique en invertébrés, elle est commune aux deux, donc il y a des grandes chances que ça joue. Mais en tout cas, il faut qu'on vérifie ça. Donc voilà, notre expérience avec les chiffres, pourquoi on en fait, qu'est-ce que ça donne. Et de manière plus globale, ça nous a permis de nous rapprocher avec beaucoup de laboratoires de recherche qui nous trouvent maintenant plus intéressants et plus crédibles, qui voient qu'on n'est pas juste des gestionnaires d'espace et en gros nos sites protégés comme ceux des réserves ou des parcs ne sont pas juste des terrains de jeu avec des données. On a aussi des capacités d'expertise en écologie, d'expertise naturaliste, de connaissance des traits de vie qui leur permettent et de faire sens à leurs travaux de recherche et d'être plus efficaces dans leurs travaux propres. Donc on a gagné leur intérêt. Nous, on voit l'intérêt à bosser avec eux plus évident, parce qu'on n'est pas porte-bidon, on n'est pas fournisseur de données, on est clairement partie prenante et co-responsable des programmes de recherche. Et bref, ce petit écosystème-là, il fait que eux comme nous, on a l'impression de s'enrichir mutuellement et ça nous rend, je crois, plus efficaces. Donc si François-Xavier était l'avocat prosélyte sur la formation et puis sur les sciences humaines, moi je le suis clairement du dispositif. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Daniel. Moi j'ai des questions, alors du coup je ne sais pas, mais plutôt pratico-pratique en fait. C'est vrai, on en a peut-être parlé, mais je n'ai pas fait attention. Il y a un écho. Quelqu'un a un micro ouvert peut-être. Bref, parce que je m'entends parler, là ça va mieux. Sur la difficulté ou la lourdeur administrative pour monter ça, en fait, c'est quelque chose, parce que moi je ne connais pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à monter administrativement et autres? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment vous faites un appel à Thésard, en fait? Est-ce que ça fonctionne comme une offre de poste? Comment ça fonctionne? Alors la première question, elle est relativement simple. Vous êtes obligé, je suis obligé, pardon, parce que moi je suis une asso. Pour une boîte privée où c'est beaucoup plus simple, parce qu'il y a le dispositif du crédit impôt recherche qui permet de financer un tiers de toutes les dépenses en fait. Donc lui n'a pas à trouver de cofinanceur,
c'est déduit de ses charges de R&D, et en plus, il paye moins d'impôts. Donc, pour un investissement, pour une entreprise commerciale classique, le dispositif CIFRE, c'est tout gagnant à tous les étages. Pour moi, je ne peux pas tirer profit de ce salarié, je ne peux pas le faire travailler concrètement hein, sur du subvention ou quoi. Je ne peux pas mobiliser beaucoup de crédits impôt recherche. On en mobilise au SEN, hein, parce qu'on a un secteur fiscalisé, mais pas sur le secteur subventionné, donc ça m'enlève une grosse partie de ça. Donc je suis obligé d'aller chercher un cofinanceur. La principale lourdeur, elle est là. C'est que je dois trouver une structure qui accepte de prendre en charge les 30 000 euros par an, minimum, qu'il me faut pour faire tourner le thésard, sans que le SEN y mette trop de sa poche. On a pu y mettre de notre poche hein, pour des sujets un peu stratégiques, mais vu la capacité d'autofinancement que j'ai et le bénéfice net à la fin de l'année, qui est à l'équilibre tout juste, je ne me permets pas de grosses dépenses comme ça de la poche du conservatoire. Donc pour nous, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut aller chercher ça. Pour une boîte publique comme Montpellier Métropole ou le PTB à Dour, ça se pose moins parce qu'il y a des ressources propres. Pour une entreprise commerciale, c'est clairement jackpot parce qu'il y a du crédit impôt recherche et que ça vient clairement faire de la R&D pas cher. Donc moi, j'ai cette contrainte. Par contre, c'est pas une vraie lourdeur parce que souvent on travaille avec des boîtes qui sont soit EPIC, soit entreprises ONF, EDF, soit sur des dossiers subventions classiques, OFB, État. J'ai cité hein, toutes ces personnes-là qui cofinançaient les thèses, et ça se passe bien avec eux, ça c'est facile. Dès lors qu'on les a convaincus et qu'il y a la ligne budgétaire, c'est pas plus compliqué que n'importe quel dossier de subvention, au contraire, c'est souvent plus simple. Et pour ce qui est de la possibilité de faire la thèse, il faut à tout prix décrocher ce droit à bourse de la NRT, l'Agence nationale de recherche et technologie, et je n'ai jamais eu un refus. C'est-à-dire que systématiquement, quand on a demandé une bourse à la NRT, on a eu la bourse. Alors oui, c'est formaliste, il faut trouver les pièces, mais n'importe quelle structure qui a un staff administratif qui est rompu aux demandes de subvention, c'est pas compliqué du tout, du tout. Ouais. Oui, Eric? Ouais, juste, j'apporterai un petit complément par rapport à l'expérience du parc national. Je partage tout à fait l'analyse de Daniel qui indique que c'est pas très difficile à monter. C'est vrai que le cœur du problème, c'est le financement. Nous, moi, ce que j'ai fait là-dessus, c'est que j'ai fait appel à des mécènes, d'une part, et par ailleurs, j'ai convaincu régions et départements de nous suivre et de participer au financement partiel de la thèse. Voilà. Donc ça, c'est une autre possibilité. C'est pas toujours accepté, mais c'est négociable. Voilà. Euh, Autre point, il faut pas oublier que l'école doctorale doit valider aussi le sujet de thèse. Et Daniel, je suis pas sûr que tu l'as évoqué. Bon, c'est un petit point, mais pas négligeable. Bon, quand on est habitué à travailler avec le monde de la recherche, c'est un réflexe qu'on a, mais il ne faut pas oublier ce point-là. Et après, ça s'est traduit par une convention, bien sûr, avec l'ANRT, hein, qui valide le principe et qui donne les 14 000 euros par an. On fait d'ailleurs un bilan annuel, hein, Daniel, il me semble, chaque année sur l'état C'est d'avancement de ça. la thèse. Voilà. Et après, on passe un contrat avec le labo de recherche avec lequel on a pu conventionner. Bon, nous, par exemple, c'était l'INRA Toulouse pour le sujet du bouquetin. Nous, en termes de besoins, bon, on était habitué, comme le SEN, hein, à travailler avec le monde de la recherche. Moi, j'avais déjà apporté des financements sur plusieurs thèses, mais pas par le biais du CIFRE. Hein, c'était des financements un peu plus ponctuels. Euh, et c'est vrai que l'avantage du CIFRE, c'est que là, on a un temps dédié du thésard qui est beaucoup plus important. On a un appui formalisé du laboratoire. Nous, petit risque qu'il y a quand même dans la démarche CIFRE, et je l'ai vu ailleurs, pas que chez nous, c'est que nous, on est un peu loin de Toulouse et du labo avec qui on avait conventionné. Il faut pas mal veiller au départ à ce qu'il y ait des contacts réguliers entre le thésard et le laboratoire, sinon il y a un risque d'éparpillement et que le thésard ne passe pas assez de temps sur ses travaux de recherche. Dans la structure, il peut être sollicité pour faire d'autres choses aussi. Il faut veiller à ce point-là. Nous, d'ailleurs, la spécificité de notre CIF, c'est qu'on a pris un étudiant
qui a repris des études 20 ans après avoir fait ses études de vétérinaire. Il était vétérinaire, c'est Alexandre qui devait intervenir. Alors, on l'avait identifié parce qu'en plus, il était spécialiste du bouquetin, il venait de passer un DEA. Mais quand on reprend des études, quand on a une vie de famille, une maison à retaper, un laboratoire assez loin, il faut être très vigilant sur le fait qu'il faut vraiment donner la priorité au travail sur la thèse et ce n'est pas toujours facile. Voilà. Bon, ça s'est très bien passé. On a dû quand même prolonger son temps de thèse. Au bout de 3 ans, il n'a pas pu terminer. Donc, j'ai trouvé d'autres financements que le CIF pour pouvoir poursuivre. Les résultats ont été super intéressants parce que nous, on a certes l'habitude de travailler avec le monde de la recherche, mais on n'a pas toujours le temps de faire nous-mêmes les analyses scientifiques des données. On n'a pas toutes les compétences non plus pour le faire. Ça nous a apporté sur le comportement spatial des bouquetins relâchés plein d'éléments intéressants. Ça nous a donné aussi des indications sur à quelle période il fallait qu'on lâche, à quelle période optimum. Par exemple, on sait que c'est le printemps, surtout pas à l'automne, parce qu'il y a des risques de dispersion beaucoup plus importants, risque de neige qui tombe. Enfin, voilà. On a eu plein d'éléments intéressants d'un point de vue gestion. Et d'un point de vue valorisation, c'est intéressant aussi. Il a pu participer à des colloques quand même aux États-Unis, en Espagne, en Italie. Disons qu'en termes de communication, au-delà des résultats, mais aussi pour la structure, ça a été plutôt très valorisant. Tu as raison, Erika, pour l'école doctorale, mais je ne l'ai pas évoqué parce que j'imagine pas une école doctorale qui refuse quand on a un directeur membre de l'école qui s'engage sur son nom propre, une bourse de thèse versée par la NRT. Généralement, il ne crache pas dessus, quoi. Mais oui, tu as raison, il faut, dans le dossier de constitution, il faut l'avis formel du directeur de l'école doctorale. Leslie, tu voulais intervenir? Oui, c'était plus une sorte de question. Enfin, du coup, l'ensemble de vos présentations et des échanges, ça m'amène à des réflexions, forcément. Moi, au niveau de la réserve naturelle où je suis conservatrice, je me pose la question, alors plus dans un sens, pas de la possibilité de monter et d'offrir un sujet thèse, parce que je pense qu'on n'aura pas les reins suffisamment solides pour ça, mais être plutôt un territoire d'accueil pour une thèse éventuelle. Et est-ce que dans ce cadre-là, si par exemple on était un des territoires cibles, est-ce que on peut apporter un cofinancement du coup de la thèse si le territoire est fléché, par exemple? Enfin, voilà, comment ça, est-ce que ce type de choses peut s'imaginer ou pas du tout? Clairement, hein, je vais dévoiler un scoop là, qui intéresse directement Fred et Eric. La prochaine thèse qu'on va déposer au conservatoire, pour l'instant, c'est pas un projet, hein, c'est juste une idée, mais qui plaît à beaucoup de monde, donc ça va bientôt devenir un projet, je crois. C'est avec la RNR d'Olon, dont on est co-gestionnaire, où une ingénieure agro, Colline, a bien travaillé sur les montées d'estive et les charges en ivermectine, et où il y a un vrai sujet sur la gestion des estives qui intéresse la commune, qui intéresse la réserve, qui se propose de cofinancer. Ils ont demandé des financements à la région qui leur a dit « Votre contrat, il est très bien, mais ça mériterait largement un sujet de thèse. » Ils ne voulaient pas porter la thèse, eux. Par contre, ils nous ont sollicité pour savoir si nous, ça nous intéressait au conservatoire. On a dit oui, on est impliqué sur les PNA papillons et PNA pollinisateurs qui sont clairement concernés par le sujet. Donc, une thèse là-dessus pour qu'on soit plus efficace sur la gestion de ces estives et qu'il y ait moins de mortalité entomophone, c'est juste une très très bonne idée pour nous. Par contre, que sur Olon, ce serait dommage. Parce que on aurait là un terrain d'étude fabuleux, un cofinancement potentiel avec un PCAET, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que pour que ce soit exportable, que ça puisse coller avec d'autres cas, il faudrait des réplicas sur d'autres types de territoires. Et sans que je leur en ai parlé jamais, donc ils ne le savent pas, j'ai intuitivement pensé au Pibest et au parc. Et, bonjour. Donc vu qu'ils sont là, ben voilà, je leur dis. Hein. Et, et du coup, ce partenariat-là, s'il se faisait,
il faudrait que Colline soit d'accord, je ne lui ai pas encore demandé. Pierre G. Robert serait un directeur de thèse parfait et il étudie ça. Donc voilà, c'est un doux projet qu'on a et qui, je crois, répond à ta question. Est-ce qu'une réserve peut accueillir, héberger, participer au cofinancement pour un sujet qui l'intéresse à elle, sans être nécessairement le porteur? C'est ce qu'on essaie de faire, donc c'est que ça nous semble complètement possible. Et si tu as envie de monter quelque chose sur les pollinisateurs et la compétition abeilles sauvages, abeilles domestiques, pense au fait là, du coup. Bref, là, je pourrais pas personnellement parce que je crois qu'on part un peu de trop loin au Seine, mais de poser la question à Stéphane Jolin qui porte le PNA pollinisateur Ouais, je lui ai déjà euh, posé la question, ouais. et mettre en lien avec les délibérations du CSRPN Occitanie sur le fait que c'était définitivement une mauvaise idée de mettre des ruches domestiques dans les aires protégées, ça peut donner du poids pour que typiquement la région vous suive là-dessus. Ce qui... Cette délib, elle est sortie du CSRPN sur les... Je fais Oui, un oui, aparté, mais... c'est un avis 2021, je crois. Ah ouais? Parce que pour moi, ils n'avaient pas délibéré sur la question, justement. Si, c'est un avis qu'on a produit en autosaisine Ok. à la demande de Laurent Pellozuelo. Ouais. Et je ne sais plus quel mois, mais je suis à peu près sûr que c'est en 2021. Ok, Tous les avis merci sont sur pour le site de l'info. l'Adréal, donc tu le trouveras. Hein. Ok. Et là où je ne sais pas comment t'aider, mais ça se trouvera facilement, je crois, parce qu'il y a mieux que moi comme conseil là-dessus, c'est le labo Entomo, qui bosse Oui. suffisamment sur les apoïdes. Je connais plein de labos Entomo, mais des bons sur les apoïdes, j'en connais pas. Ok, merci. Parce que du coup, Leslie, oui, tu poses la question en connaissance. C'est-à-dire, vous avez déjà une idée de sujet que vous souhaiteriez, voilà, précisément ce que tu viens de dire là. Enfin, précisément, ça mérite d'être précisé pour un sujet de thèse, j'imagine, mais une thématique en fait sur Ouais, laquelle vous aimeriez avancer et avoir des éléments. Hein. tout à fait. Et puis, c'est une des remarques, notamment du CSRPN, dans le cadre du reclassement de la réserve naturelle, parce que moi, c'est un enjeu qui est présent depuis bien avant la création de la première réserve. Mais pour l'instant, on n'a pas de réponse claire et c'est une orientation que m'a demandé le CSRPN. Donc voilà, j'essaye de... Enfin là, je vais être en rédaction de nouveau plan de gestion cette année. Je commence à un peu chercher des pistes pour établir ça. Ouais. D'accord. Ouais. Vas-y, Eric. Là-dessus, si je peux compléter la réponse de Marc, tu as André Pornon hein, sur Toulouse qui travaille sur les pollinisateurs, donc tu peux contacter. Je pense que tu as intérêt effectivement de t'associer avec le CEN qui peut être un porteur éventuel sous réserve que leur plan de charge permette de suivre la chose, ça bien sûr, mais il faut aussi que tu prennes des contacts avec les labos. Eric, tu as été coupé, Eric. Ah, ok. Non, je m'entends bien, moi. Ouais, c'est bon là, vous m'entendez? Oui, Là, oui, Ouais, c'est bon. super. Ce qui est important dans les préparations de thèse, c'est de bien préciser le sujet déjà à votre niveau, mais après, dans l'échange avec les chercheurs, vous pouvez le préciser. Mais il faut très vite prendre contact avec un labo de recherche qui est susceptible d'être porteur hein, du sujet, même si ce n'est pas vous qui le porterez. Mais si ça l'intéresse, il peut y aller et vous pourrez abonder en termes de financement et d'aide logistique terrain ou de production de données à la chose. Mais il faut. Ce qui est déterminant, c'est de prendre contact avec un labo qui va pouvoir accueillir le thésard. Quoi. Voilà. Et sur Toulouse, il y a quand même des gens. Hein. Enfin, je parlais de André Pornan, je ne sais pas si tu as entendu tout à l'heure. Ouais, il était intervenu au colloque sur les pollinisateurs il y a quelques semaines, là, il me semble. Ouais, il y était, ouais. C'était... Bon, il y en a Ok, d'autres. merci Mais... du Il conseil. levait la main aussi depuis un petit moment. Pardon, ouais, pardon. Ouais, je peux prendre la parole du coup? Vous m'entendez? Vas-y, oui. Ah, ok. Je ne mets pas la caméra parce que du coup, une connexion trop faible. En tout cas, donc c'était simplement pour rebondir sur évidemment donc ce que dit Daniel et ce que dit Leslie, c'est-à-dire que oui, nous on est intéressés, on y réfléchit, on a des idées et forcément parfois on est limité à notre territoire, notre autofinancement et donc à ne pas pouvoir aboutir et concrétiser ces idées qui sont parfois des idées de recherche, des programmes de recherche. L'exemple, pour donner un exemple à Leslie, c'est qu'on s'est fédéré récemment entre différentes réserves naturelles régionales de montagne, les 5 réserves d'Occitanie de montagne, pour travailler sur le diagnostic de vulnérabilité au changement climatique. D'accord ? À partir de ça, en fait, c'était juste, c'est à la fois très bien et à la fois c'est qu'un préalable à beaucoup d'actions futures. Tu vois ? Et ce que dit, par exemple, Daniel, avec
en nous offrant du coup le travail qu'on peut faire avec Olon. Eh bien, en fait, déjà, on avait pris contact avec, c'est Patrick Mordelet de Toulouse qui nous avait pris contact avec nous, avec ce programme, puisqu'il est le référent pyrénéen d'un programme qui s'appelle TOP dans les Alpes et qui travaille déjà du coup sur tout ce qui est la gestion pastorale, montée aux estives et ces problématiques dont il a parlé. Donc du coup, oui, effectivement, ce que je veux dire par là, c'est que parfois on est petit, du coup à s'assembler, on ne fait qu'y gagner en fait, et c'est le cas de ces 5 réserves qui sont associées. Et après, moi, j'avais une question, par contre, du coup, parce que Daniel nous a bien présenté tout ce qui marchait. Et tu as dit que, justement, tu as un peu répondu à ma question en disant, en fait, dès lors que je l'ai posé, j'ai été reçu. À aucun moment, en fait, on m'a refusé. Donc, tu n'as pas forcément d'expérience ratée là-dedans. Mais au-delà de ça, on parle d'école doctorale, mais il y a bien une expertise scientifique qui est faite par l'ANR lorsque tu déposes un dossier. Et la question que j'ai derrière, c'est est-ce qu'il y a un regard vis-à-vis du sujet est-ce qu'il faut qu'il soit d'actualité? Est-ce qu'il est mieux reçu quand il est d'actualité et qui colle avec la recherche d'aujourd'hui? Moi, j'ai une idée. On a plusieurs sujets d'idées de recherche, de programmes de recherche sur le territoire. Il y en a une, c'est qui nous préoccupe beaucoup, c'est sur les milieux cavernicoles. On en parle, on en travaille avec le CEN notamment d'ailleurs. C'est quelque chose qui nous préoccupe parce qu'en fait, on n'a pas de solution et peut-être qu'une thèse pourrait aboutir avec ce temps long à répondre à des questions qui nous sont posées au quotidien. Pour autant, travailler sur les invertébrés et autres patrimoines naturels en milieu cavernicole et à définir les habitats naturels présents sous terre, c'est pas forcément, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est dans l'air du temps en termes de programme de recherche. Donc, est-ce que c'est un frein, d'après vous, quand on dépose un sujet qui n'est pas forcément dans l'air du temps? Je ne peux pas répondre de manière péremptoire, je peux donner qu'un avis, mais franchement, je ne pense pas. Ce que je constate, c'est que, en fait, la NRT, tu as raison, elle a un regard critique sur le bien fondé scientifique. Ça, c'est sûr. Elle fait appel à des pairs. Donc, ton projet de thèse, il est reviewé comme un article. Il y a 2 experts qualifiés qui sont sollicités pour donner une opinion sur la robustesse scientifique du dossier. On n'a jamais eu d'échec, pas parce que nos sujets étaient à la mode. On n'a pas eu d'échec parce que quand on se met à réfléchir sur un sujet de thèse et que arrive à la NRT un directeur de thèse qui s'engage, lui et son labo, à travailler sur la thématique, un sujet de thèse de 6 pages argumenté sur un domaine où ils sont spécialistes, un avis favorable de l'école doctorale qui accepte de suivre son chercheur, une entreprise qui accepte de salarier le thésard, et un thésard qui a un bac plus 5 avec un très bon niveau, on demande souvent la mention bien à minima. La robustesse scientifique, elle est quand même dure à contrecarrer, si tu veux. Il n'y a pas grand monde qui va venir dire « votre sujet, il n'est pas bon ». Quand je dis qu'on n'a jamais eu d'échec, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y en a une où on a eu un premier retour de la NRT qui était négatif, sauf qu'on a le droit de resoumettre dans la foulée pour avoir d'autres reviewers. C'est ce qu'on a fait. La condition, c'est de changer le titre. Je vous jure que c'est vrai, je ne dis pas ça pour la blague. J'ai enlevé l'article du début. Au lieu de mettre la génétique du desmin, j'ai mis génétique du desmin. C'est la seule chose que j'ai changé du dossier. J'ai resoumis, c'est un clic de souris. On a eu 2 autres reviewers qui nous ont plébiscité, on a fait la thèse. On a eu un retard de 2 mois. C'est tout. Ouais, ce que vous n'avez pas dit aussi, c'est qu'on peut déposer toute l'année au fil de l'eau, c'est ça, une expertise de 3 mois par l'ANR C'est ça. D'où le délai de 2 mois, c'était entre 2 commissions. De ce point de vue-là, c'est assez souple, hein, c'est bien. C'est traité au fil de l'eau. Et tous les mois ou tous les 2 mois, ouais, il y a des décisions qui sont prises dans la mesure où les reviewers font leur boulot, quoi. C'est quelquefois, il y en a qui tardent. Nous, il n'y a pas eu de souci, mais on n'a qu'une expérience en la matière. Mais je partage tout à fait l'avis de Marquette sur ce qui a été dit. C'est quoi que vous appelez les reviewers? Pardon. C'est 2 scientifiques ou experts du domaine identifiés par la NRT à qui ils demandent d'examiner le bien fondé du dossier. Autrement dit, si le labo est bien un labo pertinent pour le sujet, si le sujet de thèse il n'a pas déjà été traité 4 fois, si la question de problématique scientifique et les hypothèses qu'on propose, c'est quelque chose de crédible ou de bien structuré, si l'organisme qui accueille a bien la capacité à encadrer, ainsi de suite. François-Xavier, tu voulais intervenir? Il faut que tu mettes ton micro. Ah, voilà. Voilà.
En fait, ça va dans le sens de ce qui a été exposé après. Alors, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc ce qui va suivre n'engage que moi, mais je pense que l'important là-dedans, alors pour avoir vécu, avant d'être à l'institution, et j'étais passé par un bureau d'études privées, et avant cela, j'ai vécu dans le monde de la recherche à l'INRAP et à l'IFREMER. Hem et pour, collaborer pas mal avec l'UPPA, c'est à l'université de Pau et des Pays de l'Adour ces derniers temps. Je me permets d'insister sur ce qui a été dit. C'est en fait, c'est le travail, la décantation préalable qui est particulièrement importante, parce que c'est la rencontre en fait entre 2 regards. Le regard de la structure qui va accueillir la personne en thèse CIFRE, et puis, ou 3 regards, hein. La personne qui elle-même qui sera en thèse, et son labo d'accueil, son labo d'encadrement, et l'école doctorale qui va avec. Et ces 3 regards-là, je pense que c'est important de le creuser avant, donc je vais mettre, assez vite le l'intérêt de la personne qui va faire sa thèse pour le sujet. Je rejoins quand même ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir que comme cette personne-là, elle sera dans une structure qui sera pas, elle sera au quotidien, vraiment dans une structure qui sera pas, un labo de recherche, et cetera. Il y a la curiosité pour tout ce qui se fait ailleurs, la tentation, d'être, éventuellement mobilisé sur d'autres sujets. Donc le fait de rester bien sur son sujet, je pense que c'est pas anodin, sans pour autant être, autiste. L'intérêt d'être dans une structure extérieure, je pense que Daniel l'a bien soulevé tout à l'heure, sur l'employabilité, même si le mot est pas terrible. C'est aussi ça la force. La différence d'être, dans une thèse, dans un laboratoire purement universitaire, ou d'être dans une structure extérieure, c'est aussi, ce que ça ouvre éventuellement pour la suite, les rencontres qu'on fait, les sujets auxquels on a été confronté. Pour ce qui est du croisement des regards entre la structure d'accueil et le laboratoire, moi, ce qui me semble important, c'est de bien, secouer, les choses sur: est-ce que les questions qu'on se pose au sein de la structure d'accueil, est-ce que ces questions-là, elles relèvent de l'application de savoirs qui sont déjà connus à la recherche? Et donc dans ce cas-là, il y a peut-être pas besoin d'aller chercher des thésards, il y a peut-être des temps longs, des stages longs de gens qui sont, je sais pas, dans des masters, et cetera, ou alors, carrément de l'autre côté, plutôt dans du postdoc. Donc est-ce que ça relève de l'application, ou est-ce que ça relève justement de ce domaine de la recherche où il va falloir aller gratter, prendre le risque, donc il faut, encadrer ce risque, hein, d'aboutir, ou de pas aboutir. Les laboratoires, ils peuvent être intéressés par ces 2 types de questions, heu, pour les étudiants disons master 1, master 2, et puis pour des étudiants après de doctorat et de postdoc. Mais c'est 2 niveaux de préoccupation différents, et je pense que le la difficulté peut-être pour une structure dans les premiers temps, donc c'est assez différent enfin, c'est complémentaire du regard qu'a apporté, Daniel, qui dit, voilà, nous on l'a déjà fait, donc pour, une structure comme le CEN aujourd'hui, je dis pas que c'est un terrain ultra facile, mais au moins c'est un terrain connu. Pour une structure qui n'a jamais fait cela, je pense qu'il y a un temps de c'est pas du speed dating, mais c'est du au contraire, c'est peut-être, de prendre ce temps, de se connaître mutuellement, de poser, clairement de son côté, hein, enfin nous à l'établissement public territorial de Bassin, on s'est posé les questions, et voilà, on a essayé de faire le tri, et puis, voilà, il faut trouver, c'est pas évident d'aller toquer à la porte de laboratoire, notamment ceux qui sont pas, j'en reviens à mon circuit premier, mais notamment ceux qui sont pas l'environnement, un peu immédiat et facile. Aller frapper à la porte d'un laboratoire qui s'occupe, je sais pas moi, de territoire, d'ethnographie, et cetera, c'est pas immédiat. Déjà, il faut savoir que ça existe, et puis on parle pas forcément on n'utilise pas forcément le même langage, et cetera. Je pense qu'il y a une partie comme ça de
d'apprivoisement, de connaissances mutuelles, qui permet de se dire est-ce que c'est intéressant d'aller vers le doctorat, etc. Et donc il y a ça prend un peu de temps. Je pense que lorsque ça c'est bien calé, les questions qui étaient posées tout à l'heure d'aller vers l'agence nationale sur la recherche, si ça a été bien posé à la fois dans la structure d'accueil, à la fois dans le labo, etc., bon, il y a déjà pas mal d'huile dans les rouages. Il ne faudrait pas arriver avec un truc qui est mal décanté. Et je pense que c'est la partie première est peut-être la moins facile, peut-être la moins intimidante. C'est pas évident d'aller toquer à une porte de, voilà, moi je dis de Oh, ça dépend laboratoire. pour qui. Moi, j'y arrive plutôt bien. En tout cas, ça fait 10 ans que je fais ça spontanément. Alors maintenant, Ouais. oui, c'est devenu très facile. Pour répondre clairement à ta question et puis à celle de Julie, que j'ai pas répondu encore, on a un labo d'accueil. Ce labo d'accueil, on a un contrat avec lui, hein, Eric l'a rappelé. Dans ce contrat, on note notamment qui accueille le thésard et combien de temps. Ce que moi je vous suggère d'expérience, c'est que le doctorant ne soit jamais 100% dans l'entreprise ou 100% au labo. Dans les deux cas, ça dysfonctionne. Ce qui marche le mieux, c'est quand il est 1 à 2 jours semaine en entreprise et le reste en labo. Parce que sa thématique principale, c'est la recherche, mais il ne doit pas être déconnecté de l'équipe. C'est ça. Il doit savoir qui le paye, quoi. Et au final, c'est plutôt bien quand c'est structuré comme ça d'expérience. Ce partenariat avec le labo, il faut déjà bien connaître son directeur de thèse. Il faut savoir quel est le chercheur avec qui on va travailler, son équipe. Est-ce que c'est que lui ou est-ce qu'il y a du monde au sein du labo qui est intéressé par le sujet? Et oui, c'est comme toute relation, il vaut mieux bien connaître les gens avant de la commencer, quoi. Sinon, il y a des mauvaises surprises. Mais ça se fait, j'allais dire, assez facilement à l'usage. Le premier, c'est peut-être le plus compliqué. Mais tous les autres, ils sont fluides. Enfin, franchement, c'est souvent c'est souvent enrichissant. Au pire, il peut y avoir des encadrants ou des co-encadrants dont on regrette qu'ils soient plus distanciés ou plus mous du genou, mais il n'y a jamais de mauvaises nouvelles plus graves que ça, quoi. Donc enfin, la dynamique groupe fait qu'on on passe assez vite là-dessus. Et ensuite, il y a le choix du thésard. Donc la question que tu posais, Julie, comment on fait? Ben là, il y a tous les cas de figure, hein. Des fois, on avait l'étudiant sous la main et ça s'est quasiment structuré autour de lui. D'autres fois, on a fait de vrais appels en bonne et due forme sur le site du conservatoire, sur le réseau TI, dans les sites labos, pour aller chercher du M2 à la pêche de futurs doctorants. On a pu faire des promos juste au sein de l'école doctorale, parce qu'on savait dans quelle école doctorale on voulait recruter le M2. Donc il y a vraiment tous les cas de figure. Par contre, c'est toujours publié. Autrement dit, on met toujours des thésards en concurrence. D'accord. Il n'y a rien de pire que de prendre... Enfin, pardon, il n'y a rien de pire. Ça n'a pas été grave en soi, mais la seule fois où on a pu avoir un écueil, c'est quand il y a un directeur de thèse qui veut à tout prix imposer son stagiaire que l'entreprise ne connaît pas. Ça, c'est pas bon. Je le déconseille. Il peut avoir 1000 bonnes raisons de vouloir cet étudiant. C'est pas lui l'employeur. C'est pas sa question à lui de recherche. Et c'est pas lui qui va appliquer derrière. Donc, l'avis du directeur, il est important. Mais il est ni suffisant, ni seul à être légitime. Et quoi qu'il arrive, il faut que ce soit un choix partagé. Si les deux sont pas à fond derrière l'étudiant, il faut juste pas le faire. Frédéric? Ouais, juste une question là par rapport à la sélection de l'étudiant. Quand tu l'as pas sous la main et que tu as une réponse positive de l'ANR, il me semble, et j'aimerais que ce soit confirmé, que tu n'as qu'un mois pour aller inscrire ton étudiant à l'école doctorale. Alors, tu es censé l'avoir déjà. Dans le Voilà. dossier que tu déposes à la NRT, il y a le dossier du thésard. Tu ne peux pas déposer sans. Ok. Et par contre, s'il te lâche entre-temps ou s'il n'a pas fait son inscription, oui, il y a un délai relativement court, mais qui est plus long qu'un mois. En gros,
il doit être inscrit la première année du contrat, CIFRE. Mais tu dois l'avoir identifié, cette personne-là, parce que c'est une partie intégrante du dossier de dépôt. Ok. Ouais. Oui, Eric. Ouais, juste un complément, ce qu'a dit Marc me paraît important sur le fait du choix du thésard, si on le connaît, c'est vraiment un point très important parce qu'on va vivre avec lui quand même pendant 3 ans, minimum après. Et nous, là-dessus, on Moi, je avait. ne vivais pas avec eux, hein, j'étais beaucoup moins proche. Mais... je vois qu'au parc, on sait recevoir en tout cas. Non, mais je parle de la communauté de travail, hein, je ne parle pas des choses intimes. Hein, voilà. Et on avait un peu cherché la difficulté, c'est que le gars était fonctionnaire, il travaillait depuis 20 ans, donc il a dû se mettre en disponibilité, et tout ça pour vous dire que tout est possible dans les configurations. Ça peut être un étudiant qui sort d'un master, hein, ça peut être un gars qui reprend des études auprès de 20 ans. Voilà, il faut savoir c'est possible, et même un fonctionnaire peut le faire. Il faut qu'il se mette en disponibilité, mais c'est faisable. Et moi, j'ai une question encore, mais moi, je pose plein de questions de novice. Mais tu parlais de Daniel tout à l'heure, tu disais, voilà, le sujet de thèse, etc., c'est 6 pages. Donc, c'est quand même, j'imagine, assez conséquent de précision et d'avoir déjà une idée bien derrière la tête. Et ça, c'est peut-être pas forcément facile pour tous les gestionnaires. D'ailleurs, c'est des questions qui ressortent à chaque fois qu'on fait des groupes de travail recherche et gestion pour essayer de un peu plus faire de liens. Que les gestionnaires, ils peuvent avoir des besoins, mais ils ne savent pas forcément les structurer, les rédiger, les synthétiser. Et des fois, il y a un besoin d'aide déjà de la recherche en fait pour rédiger le sujet. Est-ce que ça, c'est vous n'avez pas forcément ce problème-là, mais c'est pas grave parce qu'il n'est pas tout seul. C'est-à-dire Ben oui. que ce sujet de thèse, il est rédigé essentiellement par le thésard, son directeur, et un référent de la structure. le sujet est rédigé. C'est-à-dire que vous avez en tête quelque chose sur lequel vous voulez travailler, une Nous, on pose thématique, la problématique. Nous, on dit quelle est la question à laquelle on veut répondre. Donc, on formule des hypothèses, on a un cadre de travail, un territoire d'expérimentation, mais c'est une amorce, ça ne suffit pas. Derrière, le fondement théorique, la recherche d'articles scientifiques sur le sujet, l'état de l'art de manière générale, la clarification des hypothèses de recherche, ça se fait avec le labo académique. C'est son métier, hein, c'est plutôt à lui de faire ça. Alors, comme tu dis, pour nous c'est facile parce que on a une quinzaine de chercheurs, dont 7 docteurs et 4 enseignants-chercheurs en interne au CEN. Donc pour nous, c'est plus simple de participer à ça parce qu'on a un peu de fonds. Mais quand bien même on ne l'aurait pas, c'est le labo qui l'accueille. Et puis, de toute manière, comme toutes les thèses, hein, que ce soit CIFRE ou autres, les hypothèses de départ et les hypothèses vérifiées par public, c'est jamais synonyme, quoi. Hein. La thèse, elle vit, elle évolue. Ce qu'on prévoit au départ, ben, c'est confronté au réel. Donc, en plus, on a un peu droit à l'erreur sur cette étape-là de rédaction. Donc, ça ne doit pas être un frein. Si ça en est un, il est psychologique, il n'est pas réel. Ouais, je confirme, ce n'est pas une difficulté parce que, comme le dit Marc, le sujet, l'espace naturel évoque le besoin et la problématique, mais après, le sujet de thèse se construit avec le laboratoire et le thésard et la structure espace naturel. D'accord. Frédéric, tu voulais compléter ? Voilà, je voulais compléter, je ne vais pas redire ce qui a été dit, mais par contre, dire par exemple que pour un gestionnaire d'espace, tu as 2 moments peut-être plus faciles pour réaliser et écrire ces programmes de recherche. C'est le premier, c'est quand tu es dans le cours de l'élaboration du plan de gestion. Dans ce cadre-là, en fait, d'une part, tu es aidé, ce qu'on disait, tu n'es pas seul à élaborer ton plan de gestion. Tu es aidé, tu partages, tu discutes et tu vas plus loin dans la réflexion que les autres années qui sont l'exécution de ce plan de gestion. Parce que là, tu es vraiment dans la réflexion. Et le deuxième temps, c'est si tu as la chance d'avoir un conseil scientifique au sein de ton espace. Ce n'est pas notre cas. Hein, et nous, c'est aujourd'hui le CSRPN qui joue le rôle de même peut-être un groupe qui serait créé. Mais si tu as la chance d'avoir un conseil scientifique, évidemment que c'est à ce moment-là que tu viens annoncer tes besoins. Et dans ces cas-là, tu as une réponse qui est déjà immédiate par rapport aux gens qui composent ces conseils. Et ainsi, du coup, tu peux aller un peu plus loin dans la réflexion. Ok. Il y a un petit pop-up qui vient d'apparaître qui dit qu'il ne reste plus que 5 minutes à la réunion. Et j'allais le dire, on est pas mal dans... Ah, Céline, du coup, peut-être pour terminer, on était dans les timings, effectivement. Et
Non, mais pour moi, c'est une première. Enfin, en plus, j'ai vu le mail. C'est mon directeur qui m'a transmis le mail ce matin tardivement. Donc, voilà, je suis désolée d'être arrivée en retard. Donc, j'ai pas du tout suivi le début. Et je voulais savoir s'il y avait un compte rendu après derrière, parce que je vois que c'est enregistré. Et parce que ça Alors, nous intéresse. Tout ce il qui n'y a a, été. y a pas de compte rendu. Par contre, tout a été enregistré. Donc, le replay sera disponible sur le site internet de l'ARB d'ici quelques jours, le temps qu'on le mette en ligne. Ok. Et juste, pareil, une question bête. C'est la première fois que je fais le café génial. Du coup, c'est le réseau. Je C'est sais le pas réseau. quel réseau c'est, en fait. J'ai cliqué sur le lien sans. Merci Et d'être où est-ce venu que quand je même, suis sans savoir où tu allais, du coup. C'est le réseau des gestionnaires d'espaces naturels d'Occitanie, Ok. qui est animé par moi-même, donc du coup à l'ARB, l'Agence régionale de la biodiversité, et qui regroupe effectivement, comme son nom l'indique, tous les gestionnaires d'espaces naturels bénéficiant d'un plan de gestion sur la région. Ok. Et toi, tu es d'où, du coup, On Céline? est du syndicat mixte des Gorges du Gardon, dans le Gard, Gorges du Gardon. et je m'occupe plus particulièrement de la réserve de biosphère, et justement, on est en renouvellement, donc ça nous intéressait aussi de voir tout le volet scientifique D'accord. qu'on peut mettre en place. Alors, du coup, rapidement, je refais la pub pour les cafés en 2 secondes. Hein. L'idée, voilà, c'est une fois par mois, c'est de partager autour d'un sujet et puis de mettre en contact et de faire se connaître entre eux des gestionnaires qui sont intéressés par une même thématique. Donc, du coup, je vous enverrai les coordonnées de chacun. Et je pense que, bon, même si Daniel, Eric sont très occupés, ils pourront éventuellement répondre aux questions des personnes qui... Mais oui. Volontaire désigné d'office, ça s'appelle ça. Pas de souci. Donc voilà, répondre aux interrogations s'il y en a encore a posteriori ou si tu veux revenir vers eux ultérieurement. Et j'en profite du coup, Julie, parce que du coup, au sein du réseau des réserves de biosphère, on fait un peu le même principe, ça s'appelle les rendez-vous du MAB. D'ailleurs, il y en a un cet après-midi sur les paysages humanisés. Avec une Québécoise. C'est ça, tout à fait. Donc c'est bon, tu es au courant. Mais peut-être que les autres membres ne sont pas au courant, que ça peut les intéresser. Oui, voilà, c'était pour faire le lien. Donc du coup, je ne sais pas si quelqu'un veut dire un petit mot de la fin ou s'il y a une dernière question. En tout cas, il est bientôt 10h30. C'est l'heure qui est prévue effectivement que nous séparions. En tout cas, moi, je voulais dire merci à Daniel et à Eric aussi, qui se sont rendus disponibles du coup pour... et puis, mention spéciale à Daniel, qui nous a fait vraiment un retour sur l'ensemble des thèses menées par le CEN. Et je pense que ça a pu bien aiguiller, éclairer, enfin en tout cas moi, ça m'a éclairé. Même si je n'ai pas forcément comme objectif de prendre une thèse de chiffre à l'ARB, mais je pourrais au moins répondre à quelques premières questions si on m'en pose sur le sujet, quoi. Un mot de la fin? Bah oui, clause de revoyure avec Eric et Fred pour la prochaine sur les estives. Ouais, super sujet, mais je te donnerai les coordonnées. Enfin, je pense qu'il faut que le parc y aille, et en plus, c'est l'occasion de travailler avec vous et les deux réserves. Il faut que je te donne les coordonnées des 2 personnes qui pourront te répondre. Moi, j'ai changé de poste. Et c'est pas moi qui prendrai la décision, mais je vais te donner les deux personnes à contacter. Voilà. Mais super sujet, je trouve que c'est bien. Alors, c'est qui les deux, Christophe et qui d'autre? Ouais, Christophe et Stéphane Gipoulou, c'est le niveau. Il est là depuis 1 an, chargé de mission agropasto, quoi. C'est lui qui a C'est lui qui me manquait. Ok. Ouais. Je vais t'envoyer les coordonnées. Merci. Pardon, je vous rejoins sur le sujet, c'est un super sujet. Mes collègues travaillent sur ce sujet-là aussi. Et on avait fait venir, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un chercheur, j'arrive pas à me rappeler de son nom, je suis désolée, qui était sur Montpellier, qui était un chercheur émérite qui est à la retraite et qui a passé sa vie à travailler sur les questions des vermifuges. Monsieur Lumaret. Ouais, comment? Jean-Pierre Lumaret. Monsieur Lumaret. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc on a travaillé avec lui. Jean-Pierre de son prénom et Pierre Gérobert que je citais, c'est celui qui a pris la relève au sein du labo du CEF, le Centre d'écologie. Avec qui on bosse, nous aussi, on bosse sur le projet. Voilà. Ok, parfait. Bon, mais je vous remercie tous. Et puis, rendez-vous, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain café. Le prochain, c'est sur l'accompagnement des territoires dans la démarche territoire engagé pour la nature, qui aura lieu le 30 mars, février-mars, c'est ça, le 30 mars. Voilà. Merci Daniel, merci Eric, merci à tous. Et puis, bonne journée à tout le monde. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.